Monsieur Potier. Alors, est-ce qu'un des membres du Conseil souhaite poser une question? Oui, Madame la conseillère Maestracci. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais poser deux questions. Une première question est une question de chiffres. Je voulais savoir si le gouvernement avait des éléments sur le nombre de condamnations, éventuellement le nombre de poursuites qui ont été engagées sur le fondement de ce texte depuis l'adoption de la loi. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur le premièrement de l'article qui nous est soumis, sur le terme de détenir. C'est une question qui se pose au gouvernement et également aux avocats. Est-ce que le mot détenir qui peut s'appliquer à un objet qui était déjà détenu bien avant que l'intention terroriste se manifeste. Ce mot de détenir a été, je crois, ajouté par le gouvernement. Il n'était pas dans le projet initial et je voulais avoir votre appréciation sur ce mot détenir et sur le fait qu'il pourrait suffire à caractériser en tous les cas la condition du premièrement. Monsieur Potier. En ce qui concerne la première question, aucune condamnation n'a été prononcée en 2015. S'agissant de l'année 2016, les statistiques ne sont pas encore complètes, mais d'après les informations qui ont été transmises par le parquet antiterroriste de Paris, 6 affaires ont été recensées, une condamnation a été prononcée, 3 procédures sont en cours, un non-lieu a été prononcé dans la présente affaire, et une autre affaire a été enregistrée. S'agissant de la seconde question, cet ajout a eu pour objet que les dispositions puissent s'appliquer à des personnes qui possédaient, par exemple, déjà des armes dangereuses et qu'elles ne puissent pas être réservées à l'avenir pour les personnes qui feraient des actes d'acquisition, ce qui aurait restreint le champ d'application des dispositions contestées et fait obstacle à la répression des actes préparatoires déjà commencés. Merci. Si un des avocats veut ajouter un point, je vous en prie. Je vais juste donner deux éléments sans leur donner un tour polémique. Le premier, c'est que je suis frappé du fait qu'on nous présente comme une nécessité absolue de la lutte contre le terrorisme la violation de tous les principes pour finir par conclure qu'en réalité, il y a extrêmement peu d'actions engagées sur cette base. La deuxième chose, c'est sur le problème de la détention. C'est très simple, et je prendrai un autre exemple que l'exemple du terrorisme, parce que je me suis efforcé d'y réfléchir. Prenez le cas d'André Breton, par exemple, qui à l'époque était notoirement trotskiste et écrivait même d'ailleurs, et appelait même à la commission d'attentat. Vous vous souvenez, l'acte surréaliste le plus simple consiste à descendre dans la rue, revolver au poing. Ceci caractérise, à n'en pas douter, une intention, affirmée de la manière la plus claire. Comme moi, André Breton fumait la pipe, il avait donc chez lui des boîtes d'allumettes, et ces boîtes d'allumettes sont indiscutablement un objet dangereux au sens du premièrement, condition qui s'applique seule sur le fondement de ces textes. On aurait pu donc envoyer André Breton au ballon, ce qui aurait été extrêmement regrettable. D'autres questions? Il n'y en a point. Oui, monsieur le Charas. J'ai simplement pas très bien compris ce que vous avez indiqué tout à l'heure quand vous avez parlé de Bouchardon, de Laval et de Pétain. Est-ce que vous avez contesté l'instruction de Bouchardon ou simplement cité au passage? J'ajoute que vous auriez pu rappeler également que le même Bouchardon avait été le juge de Mata Hari. Absolument. Affaire à un spécialiste. Il était le juge de Mata Hari et également du père de l'auteur de Zéro de conduite, qui était à l'époque un anarchiste du bonnet rouge. Donc je citais Bouchardon parce qu'il est très très révélateur. Bouchardon, comme servant, est un magistrat qui passait pour extrêmement répressif et qui, quand il est très militaire, il a été mobilisé comme magistrat militaire, et quand il a publié ses souvenirs, après avoir pris sa retraite comme conseiller à la Cour d'appel de Paris en 1938, donc avant d'être rappelé, il passe en revue l'ensemble des procès criminels auxquels il a participé. Et ce qui est très frappant, c'est de voir ce magistrat, même extrêmement répressif, se montrer un défenseur extrêmement rigoureux du régime de la preuve et du régime des droits de la défense, ce qui tranche tout à fait avec ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Voilà. D'autres questions, des débats historiques? Non. Très bien.